Alors, j'ai une petite nervosité. Alors, est-ce que tu crois que tu pourrais filmer de là-bas, comme ça on voit l'écran à on va demander à qui lever. Je vais faire des photos. Moi, j'ai vu mes talons, ça fait moins haut. Alors, je suis Marie-Christine Bouchard. Je fais partie de Appel aux professionnels. Et je vais vous parler tout d'abord de la vision de Appel aux professionnels. Plus proche, d'accord. Alors, la vision de Appel aux professionnels, c'est de jouer un rôle inspirant de reprise de pouvoir en vue de pratiques justes et respectueuses de l'humain dans les milieux de travail. La mission, c'est de mettre en lien des professionnels souhaitant vivre leur profession avec intégrité et éthique et promouvoir leur engagement exemplaire envers la communauté. L'intention de la soirée. Depuis le début de cette folie, j'emprunte l'expression d'une amie psychologue, elle saura sûrement se reconnaître. Donc, depuis le début, les professionnels ont dû endosser le discours du gouvernement sous la pression. On ne nous a pas demandé notre opinion, eux savaient, eux étant les politiciens. Les médecins, les professionnels de la santé dans toutes les catégories, les enseignants de tous les domaines, les policiers, les pompiers, etc., n'ont pas pu exercer leur sens critique, leurs compétences, leur autonomie. Il était impossible de remettre en question la parole de ceux qui nous gouvernent. Ils ont décidé, et vous le savez, nous risquions notre emploi si nous n'étions pas dans leur ligne de pensée directrice. Certains ont choisi de quitter leur emploi. C'est pas toujours facile à faire quand on a des obligations financières et pas nécessairement d'argent de côté, pas d'autres sources de revenus. Certains ont choisi de rester au travail en essayant d'exercer leur souveraineté à travers vents et marées. Il y a eu de la houle à certains moments. Ce soir, nous allons ensemble nous aider à reprendre notre parole et à reprendre notre confiance. D'abord, nous aurons le témoignage de 3 professionnels qui se sont impliqués dans le projet. Il y aura Dominique Provost, pompier. Nous aurons aussi Louis-Olivier Fontaine, avocat, et moi-même, Marie-Christine Bouchard, orthopédagogue. Au départ, je devais seulement faire un témoignage, je n'étais pas nécessairement l'animatrice. Ensuite, le cofondateur, André Fortier, nous adressera quelques mots. Puis, nous aurons une pause. Oh non, c'est vrai, il n'y aura pas de pause. Finalement, on aura le groupe Chaloupe, avec Simon Debout-Castonguay à la voix et à la guitare, ainsi que Benoît Converset à la contrebasse. Feront vibrer nos énergies de bonheur. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler de mes propres motivations à m'impliquer auprès d'Appel aux professionnels. Je suis enseignante, orthopédagogue, et comme tout le monde, au début, j'ai eu un peu peur du virus. Quand ils nous ont dit que les enfants n'étaient pas vecteurs de la maladie, je n'ai pas voulu les croire tout de suite. Depuis toujours, chaque année, dans nos écoles, il y a des tonnes de virus. La preuve, quand j'étais stagiaire, j'attrapais tout. Et toutes les stagiaires que j'ai reçues tombaient malades systématiquement lorsqu'elles commençaient leur stage. En même temps, je me suis dit, ça fait des années que je n'ai pas été malade. Mon système immunitaire a fait son travail et maintenant, je suis immunisée naturellement contre pas mal de tous les virus qui courent. OK, alors, ça me va. On n'a pas de raison d'avoir peur. Nous avons un bon système immunitaire. Mais alors, pourquoi imposer toutes ces règles les plus farfelues les unes que les autres aux enfants? Ils ont imposé des zones de jeu dans les cours de récréation, des bulles dans les classes, des plexiglas, du gel hydroalcoolique
10 fois par jour des masques, des visières et des lunettes de protection, même dehors. C'est là que j'ai dit, un instant, ça va pas là. Ça travaille le sens de l'humour. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aux enfants? On m'a appris qu'il fallait que les enfants renforcent leur système immunitaire en côtoyant des virus. On dit que les bébés, lors de leur développement, en mettant tout et n'importe quoi dans leur bouche, renforcent leur système immunitaire. Et là, on va tuer toutes les bactéries et les virus en leur faisant se distancier de tout et de tout le monde, en leur faisant se laver les mains 10 fois par jour avec un gel antibactérien qui va détruire toutes ces bonnes bactéries qui servent à nous protéger. Ça n'a aucun sens, tout ça. C'est là que j'ai dit que quand on va enlever toutes ces restrictions, tout le monde va tomber malade. On va avoir affaibli le système immunitaire et de tout le monde. Aussi, je me suis dit que ça n'avait aucun sens de faire peur aux enfants comme ça, qu'on allait les traumatiser. Puis, j'ai essayé de transmettre mon opinion à la psychologue de mon école. Elle m'a répondu, « Ils vont s'habituer. » Aux enseignantes, on m'a dit, « Moi, je crois à la science. » Quoi? Quoi? La science? Quelle science? On me laissait même pas m'exprimer. On m'a dit, je le sais ce que tu penses, sans même me laisser parler. Bref, j'ai dit, OK, pas moyen de leur parler, mais moi, je ne peux pas me taire. Heureusement, j'ai retrouvé des amis qui pensaient comme moi. J'ai fait des connaissances d'autres personnes qui pensaient aussi comme moi. Et puis, je suis tombée sur appel aux professionnels. Alors, me voici parmi vous. Maintenant, avant de vous présenter notre premier invité, je vous rappelle qu'Appel aux professionnels est un groupe de bénévoles. Vous pouvez faire une contribution volontaire à la table d'accueil. Alors maintenant, sans plus tarder, je vous présente notre premier intervenant, Dominique Provost, pompier depuis 18 ans, dévoué à Appel aux professionnels, puisqu'il fait partie des cofondateurs et grâce à lui, ce projet a pu naître. Dominique est aussi impliqué dans Force for Freedom Canada, Police for Freedom Canada, et cela a indirectement entraîné ses déboires disciplinaires. Alors voilà. Un peu intimidant, je ne cherche pas beaucoup d'attention habituellement, mais merci beaucoup de tout le monde d'être ici aujourd'hui. Pour faire rapide là, avec mon histoire, depuis le début, ça fait 19, en tout, ça fait 22 ans que je suis pompier un peu partout dans une des plus grandes villes du Québec, où on est probablement ici en ce moment. Donc, après ma troisième pandémie vécue comme pompier ici, j'ai commencé à me dire ça fonctionne pas du tout. Là. Ce qu'on voit dans les médias, c'est vraiment pas représentatif de ce que moi je vois comme pompier dans le quartier le plus touché à Montréal par la COVID selon le narratif médiatique. Et j'ai commencé à être très fâché, très frustré de voir ce qui se passait. Donc, après quelques temps, j'ai envoyé des courriels à la direction. Moi, mon poste, je suis lieutenant dans une caserne très, très occupée. On peut avoir de 10 à 15 appels premiers répondants par jour. Donc, si j'avais à voir des cas de COVID, j'en aurais vu. Et j'en ai vu 2 en 2 ans, des cas qui respiraient moins bien, qui n'étaient pas sur le bord de mourir. Et donc, c'est ça. J'ai envoyé des courriels à la direction pour leur dire « Je crois nettement que vous avez besoin d'aide. » C'était pas arrogant. Je leur ai dit... mais le courriel que j'ai envoyé où je leur proposais de l'aide, je l'ai pas fait exprès, pour vrai. Ça a été envoyé à tous les employés de la Ville de Montréal d'un coup. Donc la direction est revenue vers moi en disant le canal de communication que tu as utilisé n'est pas le bon. Ça a été ma première rencontre au quartier général.
Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu voulais dire par vous avez besoin d'aide? J'ai dit, ben là, en ce moment, on est en code noir ou en code rouge. Ça veut dire que les pompiers de la ville de Montréal, oui, ne peuvent plus répondre à tous les appels d'urgence. Donc, on doit décider quels appels d'urgence sont prioritaires. En code noir, on ne répond plus aux appels premiers répondants. Au cœur de ma préoccupation, moi, ça a toujours été le citoyen. Après 20 ans de travail, quand je fais mon métier, j'aime ça être là pour le citoyen, puis savoir qu'ils reçoivent le service qu'ils ont besoin. Et là, je voyais que la ville, parce qu'il manquait de pompiers, parce que les yes-men qui sont en haut, qui ne se posent pas de questions, ils envoyaient les pompiers pendant 15 jours, 20 jours en isolement chez eux parce qu'ils avaient été en contact secondaire, tertiaire avec une personne qui aurait pu être en contact avec de la COVID. Et là, on manquait de pompiers. J'ai dit, clairement, vous avez besoin d'aide. Je vais vous aider. Il y a des choses qu'on peut faire. Et là, bon, ça a commencé. Ensuite, ils nous ont obligés d'avoir le masque à l'extérieur sur les interventions dans la rue. Donc, on était au mois de janvier, ma suspension a commencé là. Un chef de division m'a demandé d'appliquer mon masque sur ma bouche à l'extérieur. J'ai explosé, j'ai pris le masque et je lui ai dit, si tu veux être en sécurité, porte mon masque également, parce que moi, je suis plus capable. Fait que là, j'ai dit, on est à 2 mètres, on est à l'extérieur. J'ai dit, donc là, c'est ça, je lui ai dit, je suis plus capable, chef, tu es un enfant, recule immédiatement, j'étais à 2 mètres, tu viens de t'avancer vers moi. Il n'a pas voulu reculer, il m'a dit « Je ne recevrai pas d'ordre de toi ». J'ai ordonné encore de reculer. Il n'a pas reculé, moi j'ai reculé. Ça a commencé là au quartier général. Ma suspension de 250 heures a commencé cette journée-là, le 13 janvier. J'ai reçu 4 huissiers chez moi. C'est pas si émouvant, là, vous savez ce que j'ai. J'ai reçu 4 huissiers chez moi qui m'ont dit demain tu devrais recommencer à travailler, mais non. Ta dernière rencontre avec la direction, tu as eu des yeux menaçant envers la direction, on te remet en suspension. Parce que je ne parlais pas et le masque était obligatoire à la rencontre. Et je regardais mon interlocuteur, un autre 24 heures, un autre 50 heures. Ça a été jusqu'à 250 heures parce que chaque fois que j'allais en rencontre, je leur disais, je vous offre toujours mon aide, avec cœur. Vous avez besoin d'aide, les citoyens ne sont pas bien servis ici. Ils disaient, c'est pas ton rôle, tu comprends pas ce qui se passe. Bon. Donc, après 4 interventions, rencontres au quartier général, je leur ai amené la Constitution canadienne et je leur ai lu les paragraphes sur la liberté d'expression. Et je leur ai dit, il s'agit d'un droit fondamental, parce qu'ils ont voulu me faire signer une lettre comme de quoi je ne pouvais plus donner mon opinion en caserne sur les mesures sanitaires. Et plusieurs pompiers ont dû signer cette lettre-là, j'ai eu des témoignages. Donc, je leur ai dit, jamais je ne signerai ça. Et si vous ne répondez pas à la Constitution canadienne, vous êtes des criminels. Voulez-vous continuer avec ça? Parce qu'après 250 heures et 10 000 $ de salaire qu'ils m'avaient enlevé, je leur ai dit, j'ai quand même imprimé des feuilles, ça m'a coûté 38 sous, je les ai payés et je vous le donne. Et voici la Constitution, je leur ai donné. À ce moment-là, ils ont dit, d'accord, tu peux retourner au travail. La directrice des ressources humaines m'a redemandé, est-ce que tu vas continuer, par contre, lieutenant, à critiquer les mesures sanitaires? Je lui ai dit, oui, de tout cœur. Et le directeur, à ce moment-là, ça faisait 4 fois qu'il me voyait, le directeur adjoint. Et là, il savait quel genre de personne j'étais, je ne flancherais pas. J'ai dit, je vais continuer jusqu'au bout. Voici, laissez-moi retourner faire mon travail. Je suis retourné au travail pour quelques temps et ensuite, la vie pour moi a continué sur un autre chemin. Au travers de tout ça, j'ai décidé d'arrêter d'être seulement fâché et agressif par rapport à la situation qui faisait aucun sens pour moi. Parce que oui, comme premier répondant, on va souvent dans les hôpitaux, on parle aux infirmières, on parle aux médecins. Il n'y a rien qui fait du sens. Donc, je me suis impliqué avec ces groupes-ci. Je voulais faire une différence. On a réussi à faire une campagne sur les autoroutes d'affichage. Ça n'a pas duré beaucoup de jours, mais j'étais très fier qu'on réussisse à faire ça ensemble. Merci Delphine. Et ça a certainement eu un impact. J'ai reçu des téléphones rapidement pour dire oh, c'est une campagne anti-vax que tu as faite. J'ai dit non, c'est une campagne pro-choix plutôt, c'est pas anti-vax, c'est des professionnels qui disent qu'ils veulent faire leur travail librement. Ça a été censuré, on a été éliminé. J'ai même pas reçu de facture pour ça. On a eu de l'affichage gratuit. Donc c'est ça, c'est un peu mon expérience.
Ce que je voulais terminer, en terminant, je voulais vous dire une chose. Ici, il s'agit d'un groupe de guerriers, selon moi. On voit dans tous les moments historiques, autant pendant la prise de possession de la France en la Deuxième Guerre mondiale, qu'il n'y avait même pas 10% qui c'était vraiment des gens qui voulaient, pas des révolutionnaires, seulement des gens qui voulaient, des résistants aussi, qui voulaient ramener leur liberté. Les autres, ils n'en ont rien à faire, l'autre 90%, ils veulent faire leur petite vie, ils ne peuvent pas être réveillés, ils sont bien là-dedans, ils ne veulent pas être réveillés. Donc, j'ai arrêté d'être agressif par rapport à eux et je n'ai aucune compassion pour eux. On m'a déjà demandé d'avoir de la compassion pour eux, c'est impossible. C'est impossible, ils m'ont coulé, ils m'ont calé, ils m'ont traité tous les noms. Non, c'est juste de l'indifférence que j'ai pour eux. Et si un jour ce qu'on fait ici ou ce qu'on fait change la donne et nous ramène nos libertés, ben oui, ils en profiteront. Ils sauront la vraie histoire dans tout ça. Et tant mieux, on aurait réussi à faire ce qu'on veut. Et nous, on saura qu'on a fait ce qu'on devait faire. Merci beaucoup pour ton témoignage, très intéressant. Donc maintenant, vous m'avez entendu tout à l'heure, mais c'était pas mon témoignage tout à fait, c'était juste la présentation. Je vais maintenant vous expliquer un peu, moi, comment j'ai vécu les choses. Donc, à la fin de l'été 2021, j'ai fait la rencontre de deux personnes formidables qui, sans le savoir, ont changé ma vie, m'ont aidé à ne plus avoir peur. Déjà, j'avais combattu la peur de ce virus. Là, je découvrais le courage. Lors d'un souper chez un ami, j'ai fait la connaissance d'un enseignant, Patrice Trudeau, avec qui j'avais eu une conversation qui rejoignait vraiment le courant de mes pensées. Puis, peu de temps après, je suis tombée sur la vidéo d'Héloïse Landry. Celle-ci a été déterminante pour la suite de mon cheminement. J'ai envoyé cette vidéo à mon directeur et à tous les employés de mon école. Tout ce que j'ai reçu en retour fut un message de mon directeur. Attention à ce que tu partages. Ah bon? OK. Fin août, retour au travail. J'apprends que Patrice Trudeau, que j'avais rencontré récemment, avait été assigné à domicile par la direction de son école parce qu'il n'a pas voulu faire la promotion des vaccins auprès de ses élèves. Une manifestation s'organise pour le soutenir en face de son école. Je décide de prendre congé pour aller le supporter. Sur les lieux, j'ai la chance de voir François Amalega, que j'admire déjà depuis janvier sur Facebook pour sa détermination et son courage. Je l'avais regardé en live. J'ai fait « Wow, ce gars-là, il sait ce qu'il fait ». J'y ai fait aussi la connaissance de la petite bonne femme qui parlait avec un porte-voix et qui appelait les élèves à plus de prudence face au vaccin. C'était Héloïse, l'enseignante que j'avais vue dans la vidéo que j'avais partagée. J'étais vraiment contente de la rencontrer. Je décide de lui parler, puis elle me parle d'un collectif qu'elle est en train de mettre sur pied. Je veux en faire partie. La semaine suivante, mon directeur m'annonce qu'il a appris que j'avais été vue dans une manifestation à l'heure du dîner devant une école de Montréal. Je suis sidérée de voir que tout se sait si vite. Il m'a dit bienvenue en 2021. C'est comme ça maintenant. Heureusement, aucune représaille. Il ne fait que m'informer. Et je lui réponds, moi, plus rien ne me fait peur maintenant. C'est la première étape de ma reprise de pouvoir, de ma souveraineté. Puis, après la manifestation à Québec, organisée par appel aux professionnels, Héloïse m'a demandé si je veux faire partie de la campagne publicitaire.
Mon visage serait sur les panneaux sur les autoroutes. Ça me fait peur un peu. J'imagine les représailles que je pourrais subir de la part de mon employeur et même le risque de perdre mon emploi. Toutefois, j'ai ce sentiment intérieur que je ne dois pas avoir peur et j'accepte. Je le fais pour le bien des enfants. Et quand on fait les choses pour le bien, ça ne peut pas être mauvais. Oui. Presque 2 mois se sont écoulés entre la prise de la photo et l'installation des panneaux sur les autoroutes. Je pense même plus. Puis, on m'écrit, ça y est, les panneaux sont installés. Oh. C'est avec une boule dans le ventre que je me rends au travail le lendemain. Les représailles vont sûrement survenir. Eh bien, vous savez quoi? Rien. À part une petite rencontre dans le bureau de mon directeur 3 semaines plus tard, après les fêtes, où il me dit que le centre de service veut savoir si l'enfant sur la photo vient de notre école. Je lui ai dit, ben voyons, non. L'enfant sur la photo est venu avec sa mère, qui avait accepté qu'il soit là. Je ne suis pas la seule dans cette affaire-là, là, nous sommes une grosse équipe. Depuis ce temps, je n'ai plus peur. La peur s'est dissipée. Tous les jours, je garde le sourire. Je parle avec amour et compassion avec les gens qui m'entourent. J'ose dire ce que j'ai à dire lorsque nécessaire. Et je garde le silence lorsque je vois que ma parole ne pourrait rien ajouter de positif. Suite à cette photo sur les panneaux des autoroutes, j'ai reçu des messages de remerciement. Des gens m'ont écrit pour me dire que je leur avais donné le courage de briser le silence aussi. Mon seul désir est que la vérité, la justice et la liberté reprennent leur pouvoir. Merci. Alors maintenant, je vais vous présenter Louis-Olivier Fontaine, avocat, un des représentants d'appel aux professionnels. Il est avocat en droit commercial et en droit public. Depuis la COVID, il est un des rares avocats qui s'est levé et s'implique dans les droits et devoirs déontologiques des professionnels au sein du comité juridique de Réinfo COVID Québec. Alors, Louis, OK. Faut être pas mal proche. OK. Vous m'entendez bien? Bon. Merci pour la présentation. Donc, ben oui, Delphine m'a demandé de faire un petit témoignage aujourd'hui au sujet de... C'était quoi déjà le sujet, hein? Comment ça s'est passé pour moi depuis le début de cette crise-là? Voilà, donc j'ai pas fait beaucoup de présentations, je vais improviser un peu, donc soyez indulgents. Donc par quoi je pourrais commencer? J'ai envie de commencer par une intervention que j'avais entendue l'année passée de la part d'un journaliste anglais, Peter Hitchens. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qu'il disait. Il disait quelque chose que, je paraphrase, ça ressemblait à quelque chose comme: vous êtes-vous demandé comment vous auriez réagi si vous aviez vécu dans une période de l'histoire de grande oppression? Une période, là, genre, je sais pas, là, l'occupation allemande en France, ou l'Inquisition, merci Julie. Comment vous auriez agi durant une telle période? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Ben, il dit, ben maintenant vous le savez. J'ai trouvé ça.
Donc, tous ceux qui sont ici ce soir, tous les professionnels qui ont participé à Appel aux professionnels, tous les membres de Réinfo COVID et des autres collectifs, nous sommes la résistance. Nous sommes la résistance parce que nous sommes en train de vivre une période de grande oppression, une période où nos droits et libertés sont bafoués comme jamais auparavant. Et voilà, donc j'aimerais donc je félicite là, tous les professionnels qui font partie de ces collectifs-là. Voilà, donc je vais commencer avec ça. Ensuite de ça, comment ça s'est passé pour moi là, durant cette crise-là? Il y a des gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit « Ouais, t'as du courage de prendre la parole. » Et je leur réponds souvent, en fait, merci, c'est gentil, mais je me suis jamais assis là en me disant bon, ok, est-ce que je joins le camp des complotistes ou est-ce que je retourne travailler avec les autres avocats comme si de rien n'était? En fait, je ne me suis jamais posé cette question-là. Donc, du courage, je ne sais pas, je fais juste ce que j'ai l'impression d'avoir à faire et c'est tout. Ensuite de ça, de quoi je voudrais vous parler? Je vais vous parler de la prise de parole des professionnels. C'est un peu ça le but d'Appel aux professionnels. Et en fait, je pense que c'est important que j'en parle parce que je me rends compte que finalement, il y a peu de personnes qui ont l'information que moi j'ai. Et là, ça me met dans une position un peu difficile parce qu'en tant qu'avocat, je dois aussi préserver le secret professionnel. Donc, je ne vous donnerai pas de nom, mais je vais vous parler en quelques mots de faits dont moi j'ai connaissance et dont le public n'a pas connaissance. Si je vous dis là, que les professionnels qui ont pris la parole vivent des représailles de la part de leur ordre professionnel, si on leur pose la question, je pense qu'ils ne sont pas au courant de ça. Fait que moi et une collègue, Maître Myriam Bohémier, que je salue, on a disons fait changer un peu notre pratique. Donc maintenant, je fais du droit disciplinaire. Donc, je représente avec Maître Bohémier des professionnels qui subissent des représailles de la part de leur ordre professionnel. Donc, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et qu'est-ce que je peux vous dire Est-ce qu'on a de l'espoir pour leur cause? c'est ce que je veux savoir au fond, parce que avec la censure et ce qu'on vit, là, l'espoir semble loin. Oui, très bonne question. Mais écoutez, je ne connais pas le futur, mais parmi les clients qu'on représente, là je parle des professionnels, il n'y a pas eu de décision au fond défavorable, il n'y a pas eu de perte de licence. Donc je ne dis pas que ça ne s'est pas produit. Oui, ça s'est produit. J'ai rencontré des professionnels, chiro, acupuncteurs, qui ont eu des suspensions. Ils n'étaient pas représentés, ils ont dû négocier ça avec le syndic. Là, je ne connais pas tous les détails, mais dans les dossiers que nous, on a, tout est en cours. Tout est en cours. Encore là, sans vous donner de nom, mais il était d'accord pour que je parle de son dossier. En tout cas, c'est un infirmier auxiliaire. On a une conférence de gestion dans son dossier demain. Et juste pour vous donner une idée là, de ce qu'on lui reproche, on lui reproche d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit des représentants de la santé publique. On parle d'Arruda puis de Legault. Donc la plainte disciplinaire, c'est ça. On lui reproche d'avoir été diffamatoire envers les représentants de la santé publique. Ouais, c'est... Et on suspend des gens pendant ce temps-là. Ces gens-là ne peuvent pas gagner leur vie, ils ne peuvent pas faire leurs soins à leurs patients. Non. Dans ce cas-là, non. En fait, dans ce cas-là, la personne travaille toujours. Donc, il n'y a pas eu de suspension au niveau disciplinaire, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de décision du conseil de discipline encore. Par contre, ce que je peux vous dire, puis encore une fois, il était d'accord pour que j'en parle, par contre, auprès de son employeur, parce que là, c'est pas la même chose, c'est pas le processus de discipline là, en vertu du code des professions ou de son code de déontologie, mais avec son employeur, donc la relation employeur-employé, l'employeur, lui, lui a donné du trouble. Donc, il a été suspendu par son employeur pour avoir utilisé le cellulaire au travail.
Donc, là, je ris, mais c'est pas drôle pour lui. Là. Donc, quand les gens sont suspendus sans solde, là, ça a des gros impacts là, sur leur vie. Donc, voilà, donc on lui reproche d'avoir été diffamatoire à l'endroit du premier ministre, du directeur de la santé publique. On lui reproche d'avoir fait une comparaison entre l'état d'urgence et le nazisme. Ouais, donc ils ont gagné un point, c'est quoi, c'est les points Godwin? Godwin. Donc le syndic a gagné un point de Godwin au deuxième paragraphe. C'est quand on fait une comparaison avec le nazisme, c'est ça. C'est une façon de ne pas parler de cette partie-là de l'histoire, c'est pas pouvoir attendre l'histoire. Ouais, c'est ça. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir remis en question l'efficacité du masque et d'avoir remis en question l'efficacité ou la nécessité de la vaccination. Voilà. Et toujours pour parler de ce dossier-là en particulier, donc demain, on doit fixer les dates là, pour l'audience. Le syndic veut faire 5 jours d'audience juste pour présenter sa preuve. 5 jours de procès pour présenter sa preuve. Puis nous autres, on s'est dit, ah ouais, ben ok, d'abord, on va prendre chacun des éléments de preuve. Ah oui, le syndic nous a transmis à peu près 10 gigs de preuves. Donc 10 gigs de vidéos. Il y a 8 heures de vidéos, là. Je me suis tapé tout ça avec ma collègue. Donc là, ce qu'on s'est dit, Myriam et moi, c'est « Ah ouais, vous voulez jouer ce game-là? » OK. Donc on va prendre point par point, on va répondre à chacun des points. Fait qu'on va avoir besoin, nous autres aussi, d'à peu près 5-6 jours d'audience. Donc on va booker là, une dizaine de jours d'audience pour ça. Mais je ne sais pas si vous pouvez imaginer, là, pour un professionnel, là, un infirmier auxiliaire qui doit se taper un procès d'une dizaine de jours, c'est épouvantable. Donc, tout ça pour avoir donné son opinion. Oui, c'est ça. Et ce qui est très, très grave, là, j'aimerais ça, je ne sais pas si les gens le réalisent, mais c'est que dans le fond, ce qu'on lui reproche, là, mais évidemment, c'est en filigrane, c'est pas écrit comme ça sur la plainte disciplinaire, mais ce qu'on lui reproche, on dit « Ah, vous êtes allé à l'encontre de la santé publique ». En fait, on lui reproche de critiquer le gouvernement. C'est ça le fond de l'affaire. Donc, c'est qu'on a un professionnel qui a critiqué le gouvernement. Et là, il subit des représailles. Donc, dans quel genre de régime on vit, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Mais quand on ne peut pas critiquer le gouvernement, je ne suis pas sûr qu'on est dans une société libre et démocratique. Et je pourrais peut-être aussi dire rapidement, il n'y a pas juste les professionnels qui subissent des représailles, il y a aussi dans le milieu universitaire. Vous pourriez aller voir, entre autres, une vidéo que Info COVID a faite avec les professionnels des sciences humaines. Il y a un professeur universitaire qui a une très belle allocution où il parle du climat qu'il y a dans les universités au Québec. C'est Maximilien, c'est quoi déjà son nom? Forte, l'Université Concordia. Donc allez voir ça si vous ne l'avez pas vu sur le site de rinfocovid.ca. C'est ça. Donc, encore une fois, là, je ne donnerai pas de détails précis ou de noms, mais je peux vous dire qu'il y a récemment là, deux professeurs d'une université québécoise qui ont été suspendus sans solde pour s'être exprimés. Là. Donc, on est rendu là. Donc, je voulais vous le dire parce qu'il n'y a personne qui va parler de ça là, aux nouvelles. Voilà. Donc, le barreau là-dedans? De ne pas être vacciné. Si on a le droit de défendre nos clients, bien sûr, bien sûr. Pour la défense de nos clients, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Hein? En fait, moi, j'encourage les gens à défendre leurs droits. Après ça, il faut trouver des gens qui vont accepter de le faire. Disons que c'est compliqué, mais j'encourage les gens à faire valoir leurs droits, évidemment. Est-ce que vous avez une obligation vaccinale? Non. Et les juges? Je sais que le juge de la Cour suprême avait mis une directive là, comme quoi les employés de la Cour suprême devaient être vaccinés. Ça, j'ai entendu ça. Sinon, pour les avocats, il n'y a pas d'obligation. Non.
peut-être en terminant, une autre façon là, dont les syndics attaquent les professionnels, c'est qu'ils utilisent le Code des professions, ils utilisent une disposition qui prévoit que les professionnels ne doivent pas porter atteinte à l'honneur et à la dignité de leur profession. Et là, il y a une mode, il y a un phénomène où les syndics ils ont utilisé cette disposition-là comme une disposition fourre-tout, puis ils prétendent que les professionnels qui se sont exprimés, qui ont critiqué finalement le gouvernement ou la santé publique, ils ont entaché l'honneur et la dignité de leur profession. Moi, je trouve ça complètement aberrant. Je ne sais pas comment qualifier ça. Et je voudrais terminer en disant que les professionnels qui sont ici ce soir, ceux qui ont pris la parole, puis même ceux qui n'ont pas pris la parole publiquement, là, ceux qui ont parlé avec des collègues de travail, ceux qui parlent avec leur famille, avec leurs amis, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui êtes honorable et c'est vous qui êtes digne de votre profession. Et en fait, là, je vais vous dire, ceux qui, selon moi, sont indignes et sont déshonorables, c'est les autres professionnels. Parce que les autres professionnels, leur devoir, là, c'est de protéger le public. C'est pas de protéger le gouvernement. Et là, ils se sont donné une mission, semblerait-il, de protéger coûte que coûte le gouvernement et la santé publique, qui, selon mon humble opinion, sont dans le champ. Ils se sont complètement trompés et ils ont mis en danger la santé du public. Alors là, les autres professionnels, au lieu de défendre le public, ils se mettent du côté du gouvernement, puis ils attaquent les professionnels qui, eux, ont répondu à leurs obligations déontologiques, eux ont protégé la population, eux ont informé la population des risques ou de l'absence de risques. Donc voilà, on est dans une inversion complète des rôles. Donc voilà, je tiens à saluer encore une fois les professionnels et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Oui, Olivier. C'était vraiment intéressant. On voudra en savoir encore plus. Maintenant, je vais vous présenter André Fortier, qui est ostéopathe et cofondateur d'Appel aux professionnels. Il va vous parler de l'origine du projet, de la vocation de ce groupe. André est un porteur de projet hors pair et Appel aux professionnels vous invite à vous impliquer aussi dans le projet. Donc, n'hésitez pas à approcher les responsables du groupe. Alors, André, oui, bon. Alors, bonsoir tout le monde. L'auteur. Merci d'avoir répondu à l'appel, malgré les vents et les torrents. Donc, moi, je suis ici pour vous parler du passé et du futur du projet Appel aux professionnels. Donc, déjà, le passé, l'origine du projet. Parce que comment tout ça a émergé, ça vient d'un phénomène qui existe depuis très longtemps, mais qui s'est exacerbé depuis 2 ans et demi, et j'ai nommé la censure. Voilà. On était plusieurs, en fait, en lien avec des médecins, des professionnels, qui avaient justement une vision, un narratif différent de la santé publique, de ce qu'on voyait dans les médias mainstream. Et on s'informait même de spécialistes ailleurs dans le monde, comme la France et autres, aux États-Unis. Et on était indignés, en fait, de voir que finalement, il y avait un seul narratif au Québec. Et on a essayé avec différents moyens, les réseaux sociaux, mais il y a eu aussi beaucoup de censure au niveau des réseaux sociaux.
Et donc, après avoir rencontré Delphine, avec qui on collabore beaucoup, et Dominique, qui avait une expertise sur l'achat de publicité sur les panneaux à LED, sur le bord des autoroutes, eh bien, l'idée saugrenue a été d'utiliser les mêmes outils que le gouvernement, à savoir des outils de publicité. Et c'est ce qui a fait émerger, en fait, le projet Appel aux professionnels. Ce qu'on souhaitait, grosso modo, c'est faire ressortir des professionnels qui, justement, ont un autre discours, qui ont des valeurs autres que le conformisme et de garder leur job, mais au contraire, qui ont des valeurs, qui ont une intégrité, une éthique, et donc qui se positionnent. Voilà. Et c'est ce qui manquait énormément dans le décor, je dirais, québécois depuis plus de 2 ans. Donc voilà, on a formé une petite équipe. J'ai déjà nommé Delphine, Dominique. Il y a Christian qui a fait les beaux visuels que vous voyez derrière moi. Ensuite, il y a eu Mélissa, notre secrétaire. Il y a Cathy maintenant qui nous a rejoint. Et Marie-Françoise. Donc on est une petite équipe. Voilà. Nous, on est à l'arrière. Hein. Notre but, c'est de mettre justement des professionnels au devant. Et montrer des professionnels, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc qui ont des valeurs, une intégrité, et que ça devienne des modèles inspirants. Parce que vous allez remarquer qu'on n'a plus de modèle aujourd'hui dans la société. C'est terrible, en fait, c'est typique d'une société un peu décadente. Nos modèles, en fait, c'est ce qu'on voit, c'est des politiciens, c'est des gens qui réussissent en affaires, des choses comme ça. Mais des gens qui ont des valeurs, qui ont du courage, qui ont une force et de l'éthique, on ne voit plus ça. Fait que le projet Appel aux professionnels, c'est vraiment ce qu'on cherche. On veut réveiller, je dirais, cet aspect du professionnel qui souvent a choisi de toute façon une profession. Je pense à Louis-Olivier qui a choisi le droit, par exemple. Certainement qu'il y a un idéal de justice, hein, on en a déjà discuté. Forcément, beaucoup de professionnels choisissent des professions pour une raison particulière, mais à cause du système, souvent, ils perdent ça de vue. Et c'est très dommage. Ça crée aussi toutes sortes de problèmes chez le professionnel, dont le fameux burn-out. Hein. Mais vous regarderez aussi ce qu'on appelle du brown-out, c'est-à-dire d'œuvrer à l'envers de ses convictions, de ses valeurs. Donc, bref, tout ça a des grandes conséquences au niveau de la société. Et donc, ces professionnels qu'on souhaite mettre de l'avant, comme je l'ai dit, on veut qu'ils deviennent des modèles inspirants pour d'autres professionnels qui peut-être voudront aussi s'afficher, mais peut-être pas. Mais au moins, ils vont jouer un rôle dans la société, depuis l'intérieur. Parce que la société, un peu comme, voilà, je pense que je disais tout à l'heure, en fait, elle est gangrénée, je dirais. Mais qui peut changer ça? Qui peut redresser la société sinon que des professionnels? Hein? Évidemment, tout le monde a quelque chose à faire, c'est évident, mais souvent, les professionnels ont des rôles, des postes particuliers, et je pense que depuis l'intérieur, on peut aider à ce redressement qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Donc, voilà, c'est le but, l'inspiration du projet. Maintenant, nous, on veut, continuer à inviter des professionnels à se mettre en lien, à s'entraider, à s'aider à se rappeler aussi de pourquoi ils font leur travail. Et de ça pourra émerger peut-être des projets ou peu importe. Mais ce qui est important, la première chose, c'est de sortir de l'isolement. Parce que tout seul, on a l'impression qu'on est tout seul. Donc, le fait, comme ce soir, en fait, ça fait partie, hein, c'est le premier événement du genre que l'on fait. Puis on espère qu'il y en aura d'autres. On espère qu'il y aura d'autres professionnels qui voudront justement se joindre à ce projet. C'est vrai que j'ai passé vite sur l'origine. J'ai expliqué un peu avec Dominique, mais juste rappeler que quand on a lancé en fait la première campagne de pub, il y avait 4 professionnels. Il y avait Carole Xavier, médecin, il y avait Marc-André Paquette, pompier, Éric Simoneau, policier, et Marie-Christine Bouchard, enseignante. Et donc, on a lancé ça. La première vague, ça a été le 13 décembre. Et je ne vous dis pas l'effet que ça a eu. Ça a eu vraiment un effet monstre dans les réseaux sociaux, un peu partout. Moi, j'ai eu des témoignages des gens qui ont pleuré à voir les panneaux publicitaires sur le bord des routes. Ils ont pleuré, pourquoi? Déjà parce qu'on a réussi à percer cette espèce de sac
en plastique, Tupperware, qui est autour des Québécois, qui fait qu'il y a un seul narratif présent. Et donc, c'est comme si c'était notre but, en fait, d'arriver à sortir de cette censure. Ben, ce projet, cette créativité a permis ça. On a créé une brèche. Puis l'autre raison pourquoi les gens étaient émus, je pense, c'est parce qu'ils voyaient le courage des gens qui étaient affichés, des panneaux immenses sur le bord des autoroutes. Et j'en reviens à ça, c'est qu'on a besoin de ça. On a besoin de modèles de courage, on a besoin de modèles de gens qui ont des forces, qui ont une intégrité. Parce qu'on porte tout ça, en fait. Il faut juste créer le contexte, puis des fois, ça prend juste une étincelle pour arriver à dire, bon, ben, coûte que coûte, j'y vais. Hein? C'est comme sauter à l'eau, là. Et je le rappelle souvent aussi, on a très peur de se mettre de l'avant, de présenter nos convictions, parce qu'on a l'impression qu'on va avoir des préjudices beaucoup plus importants. C'est ce qui fait que beaucoup de professionnels gardent le silence. Et pour avoir parlé à plusieurs de ceux qui ont pris la parole, ben, ils sont tous contents de l'avoir fait. Ils sont tous en paix avec leur conscience. Et ça, je pense que c'est un message qu'il faut passer à toutes les personnes qui sont en position de dire quelque chose. Parce que ne pas dire ce que tu sais, d'aller à l'encontre de tes convictions, de tes croyances, c'est très, très malsain. C'est très mauvais pour la santé, je suis convaincu. Bref, ce qui est important de se rappeler, c'est vraiment que les personnes qui parlent... Merci. Un professionnel qui parle, c'est un professionnel en santé. Voilà. Donc, voilà. Mais, un peu comme Dominique l'a dit, on n'a pas resté sur les fameux panneaux. Au bout de 3-4 jours, Astral Media nous a censurés. Imaginez. Mais, ce qui est incroyable, et ça, quand on parle, il faut s'en souvenir, ils nous ont censurés alors que les professionnels vont marquer les phrases chacun, les slogans qu'on a mis à côté de chacun des professionnels. C'était en fait des engagements qui sont grosso modo en lien avec leur code de déontologie. Carole Xavier, qui est pour un consentement libre et éclairé. Ben, ça fait partie de la médecine, hein, c'est la base de tout. Marie-Christine, jamais je ne discriminerai. Combien le gouvernement a dépensé de millions pour l'intimidation et la discrimination à l'école? Alors, voilà, qu'est-ce qu'on voit depuis cette histoire de vaccination, de masques et tout? On a vu énormément de discrimination dans les écoles. Bref, Éric Simoneau, Nous de la liberté, Marc-André, la même chose. Donc, bref, c'est tous des slogans, dans le fond, qui fait juste exposer ce que devrait faire un professionnel. Donc, c'est complètement aberrant. Pourquoi qu'on censure une campagne de publicité comme ça? Bref, heureusement, bon, comme Dominique l'a dit, on n'a pas payé Astral. On le voyait venir le coup de toute façon. On n'est pas dupes. Mais on a commencé à être, on a continué à être présenté sur l'autoroute 13 pendant 2-3 mois, je ne me rappelle pas exactement. Mais donc la campagne a pu continuer. Enfin voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter ce soir. Je pense que nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer à réveiller, susciter, motiver des professionnels à jouer leur rôle, sortir du silence et en se mettant en lien, évidemment, on trouve le courage nécessaire pour le faire. En terminant, je voudrais aussi remercier quelques partenaires que nous avons, qu'il faut quand même souligner. Donc, le CED, Collectif enseignant pour les droits humains, Christine est l'une des représentantes, il y en a sans doute d'autres ce soir. Discerne Action aussi, qui sont des gens avec qui on a bien collaboré. Alain Besançon et sa femme Véronique, qui s'occupe des familles et des enfants. Info Covid Québec, bien sûr. J'ai quelques amis ici avec moi, et donc ça va être un premier anniversaire le 21 juin prochain. Donc on est bien heureux de ça. Et j'oublie quelqu'un. J'oublie personne. Police of Freedom, oui, que Delphine s'occupe, un autre collectif très très important. On a besoin de policiers intègres, tout à fait. Donc voilà, merci. Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci André, merci.
André. Merci. Maintenant, on va passer à une partie vraiment agréable de la musique. Alors, on va embarquer dans l'univers festif de Chaloupe, un groupe explosif et authentique qui puise son inspiration dans la musique bluegrass, old time et folk blues. Amusez-vous bien.